Salut à tous et bienvenue dans Escale sous les étoiles, une toute nouvelle émission qui débarque sur les réseaux. Ensemble, on va partir, ensemble, on va voyager aux confins de l'univers. Avec nos appareils photo, avec nos télescopes, avec tous nos équipements, sans oublier bien sûr les petites frontales et parfois avec un petit peu de ravitaillement. Et ces belles soirées étoilées, on va les passer en bonne compagnie, avec de beaux invités, des gens que vous connaissez peut-être, des gens que vous ne connaissez pas encore, des scientifiques, des sportifs, des sportives, des comédiens, des comédiennes. Ensemble, on partira à leur rencontre, on observera le ciel et on fera une photo. Une photo qui sera dédicacée par notre invité et que vous pourrez remporter. Et pour m'accompagner lors de ces belles soirées étoilées, une équipe brillante. Anaïs, la maestro des coulisses. Nico, le passionné de photos. Le maître du feu, Hugo. Et moi-même, Damien, journaliste et passionné d'astronomie. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, ça se passe juste en dessous, comme ça vous ne raterez rien de nos escales sous les étoiles. Bon, vous êtes prêts pour ce beau voyage? Allez, c'est parti! Et notre première escale, elle nous emmène dans le massif du Vercors. Normal, c'est chez nous. On va partir à la rencontre d'un type incroyable. Vous verrez, il dompte aussi bien les quads que les dunes du Sahara. Ce soir, on part à la rencontre du double vainqueur du Dakar, Alexandre Giroux. Salut Alexandre. Salut. Bon, je suis très heureux qu'on vive cette première escale sous les étoiles avec toi. Tu sais ce qu'on dit la première fois, on l'oublie pas. Donc je l'ai dit Alexandre, double vainqueur du Dakar en catégorie quad, champion du monde aussi des rallye raids. Tu nous reçois chez toi, dans le massif du Vercors ce soir. C'est ça, oui. Au milieu de nos belles montagnes grenobloises. C'est là que tu t'entraînes, c'est là que tu t'exerces un petit peu? Non, pas du tout, puisqu'aujourd'hui le massif du Vercors est un parc naturel, donc on s'entraîne soit dans le désert, soit sur des circuits faits pour ça. Bon, là, tu es en pleine préparation de ton prochain Dakar, tu vas partir là dans quelques jours. Tu seras plus en quad. Non. Ça, c'est la première annonce, tu vas concourir en buggy. C'est ça, en buggy, exactement, la catégorie SSV. Après 8 Dakar, 6 fois fini, 3 podiums, 2 victoires, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient dire ça. On commençait à réfléchir à la suite. Le Dakar nous y pousse un peu aussi, donc on sera, comme on le disait, au volant d'un buggy et dans un nouveau challenge. Ce qu'on a du mal à percevoir, nous, en France, c'est que vous, là-bas, quand vous faites le Dakar, vous êtes des rockstars, quoi. C'est sûr qu'on arrive un peu avec nos véhicules voilà, un peu lunaires, on va dire, justement. Ils n'ont pas toujours l'habitude. On a vécu ce que peuvent vivre des rockstars, c'est-à-dire que les gens, à 4 heures du matin, ils sont entassés sur la route avec des enfants de 4 ans où ils vous demandent dans un premier temps un coucou. Une fois, je m'arrête pour laver un quad, il y a une dame qui m'a demandé d'embrasser son enfant comme si j'étais le pape, je ne sais pas, voilà. Donc, mais tout bien attentionné, par contre adorable, donc ça sera des moments gravés dans ma mémoire à jamais. Dans ces superbes déserts, tu as dû voir des ciels incroyables, j'imagine. Est-ce que tu as levé un petit peu les yeux au ciel pour voir les étoiles? C'est juste incroyable. Après, j'ai eu la chance de pas rester en panne dans le désert où c'est là qu'on regarde le mieux. T'as le temps de concentrer. Voilà, je rentre en général quand il fait nuit. Moi, je suis au bivouac, je suis déjà arrivé. Mais dans tous les cas, on est dans des pays désertiques où on a quand même un ciel extraordinairement étoilé. Et je te cache pas que j'ai hâte que tu m'expliques 2-3 trucs parce que j'y comprends strictement rien, mais il y avait beaucoup d'étoiles. Ça marche. Bon, on va passer une super soirée ensemble. On a installé une lunette astronomique chez toi ce soir pour qu'on puisse faire une photo. Je vais t'apprendre à faire une photo du ciel. Cool. Et puis nous, au fil des émissions, je vous montrerai un petit peu le matériel, comment ça fonctionne, la caméra, la lunette, la monture. Ça, on fera ça ensemble au fur et à mesure des émissions. Ensemble, ce soir, on va faire une photo du ciel, d'une région bien particulière, bien précise du ciel. Et cette photo, vous allez pouvoir la remporter, vous la recevrez chez vous, dédicacée par Alexandre Giroux, et les profits seront reversés à une association du choix de l'invité. Et toi, Alex, tu as choisi l'association Rêve. L'association Rêve. Qui est une association pour les enfants malades, donc voilà, qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs années que je les aide par rapport à ça. Donc voilà, ça aide à réaliser des rêves d'enfants malades, justement, comme le nom indique. Bah, c'est un super choix. Pour la première, en tout cas, ça me touche beaucoup.
On vous explique tout dans la rubrique description en dessous de la vidéo. Tout est indiqué. Allez-y, cliquez, vous trouverez toutes les infos. Alors ce soir, pour la première, j'avais envie de faire une photo d'une nébuleuse. En plus, là, tu vois, on entre dans la période de fête de fin d'année. C'est une période qu'on passe souvent avec ses proches, avec ses amis. Donc ce soir, on va faire une photo de la nébuleuse du Cœur. Cette nébuleuse, elle se trouve dans la constellation de Cassiopée, à près de 7000 années-lumière de nous. Elle est longue de 200 années-lumière. Elle est composée principalement d'hydrogène. Et puis cette nébuleuse du Cœur, en son cœur, justement, en son centre, elle possède un amas d'étoiles. C'est vraiment magnifique, elle a plein de petites étoiles en son cœur. Vous verrez tout ça à la fin de l'émission. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, le Vercors, c'est un endroit que j'aime bien. Ça te dit qu'on monte un peu? On va se promener? Avec plaisir, si tu veux, j'ai même des casques, on peut y aller en quad. Eh bah, ça tombe bien quand même, non? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je crois que ma tête, elle passe pas. T'as déjà vu Rasta Rocket? Ouais. J'arrive pas à enfiler mon casque. Accroche-toi. C'est parti. Voilà mon Vercors, un endroit que je voulais partager avec toi. Bon, le panorama est vraiment super beau. Dans quelques jours, tu n'auras pas le même décor, parce que tu seras du coup en Arabie Saoudite. Ouais. Comment tu te sens là, quelques jours du départ? Excité, ça c'est quelque chose, surtout avec le nouveau challenge. Donc excité, de l'appréhension, comme tous, il n'y a pas tout ça. Est-ce qu'on y va, quoi, quelque part? Je ne serai plus le leader, si on peut dire. Je ne serai même pas l'outsider. On verra. Je ne sais pas ce que je serai. On va surtout vendre de l'aventure, de la passion. Et j'espère que tous ceux qui nous suivront, ils vont vivre cette aventure dingue. Le résultat, c'est anecdotique, finalement. Comment tu es venu à faire le Dakar? Le Dakar, à la base, c'est plutôt comment je suis venu à faire du quad. Du quad, bon, je suis famille qui aimait les sports mécaniques, et notamment mon père, puisque en 97, ce fut le premier pilote de quad à réussir à finir le Dakar et à le gagner, du coup, en 19 ans d'existence du Dakar. C'est là que l'histoire est belle. Voilà, c'est que le papa d'Alex, Daniel, voilà, a réussi. C'est le premier, voilà, à avoir terminé le Dakar en quad. voilà, et toi, tu l'as remporté. Voilà, c'était pas du tout voulu, c'était pas cet objectif-là, parce qu'il y en a qui se sont dit, même des proches, tu veux faire comme ton père? Non. Mon père, comme je dis souvent, il aurait fait de la danse. Bon, vu le gabarit qu'il avait, ça aurait été compliqué. J'aurais peut-être fait parce qu'il m'a ouvert une voie, comme tout papa, tout parent à ses enfants. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Manque de chance, ou par bonheur par la suite, mais on le verra comme on veut. J'ai adhéré. Et un jour, j'ai eu cette envie, surtout, de dire, je vais aller voir les grands espaces. Donc d'abord, j'ai fait des Bajas, qui sont des petits, un week-end où on fait entre 500 et 1000 km, donc une journée de rallye en gros. Et puis ça m'a plu, et puis j'avais la maturité, parce que pour faire des rallyes, il faut une certaine maturité, que ça soit pour piloter et aussi financière. Donc c'est comme ça que c'est venu, mais c'était pas, quand mon père a fait les Dakar à l'époque, j'ai pas dit c'est ça que je ferai un jour. D'accord, c'était pas une finalité pour toi? Non, même au début, je m'étais dit je ferai jamais. Alors que c'est le plus grand des rallye raids. Oui, c'est la plus grosse course au monde, même de sport mécanique, la plus dure, puis aussi la plus médiatisée. Puis c'est le deuxième événement le plus vu au monde après le Super Bowl, hormis quand il y a les JO et la Coupe du Monde, bien sûr. Mais c'est 1 milliard de téléspectateurs dans 190 pays, c'est énorme. Donc voilà, mais je connaissais par le biais de mon père, même un peu avant, je regardais avec lui. Mais quand il a fait que ses exploits et puis il en a fait 5 Dakar, je ne m'étais pas dit ça je le ferai. Je m'étais même dit l'inverse. Je voyais chercher l'argent à l'époque, vendre des pins, vendre des t-shirts, faire le tour de tout Grenoble et tout. J'ai dit c'est pas pour moi ça. Et finalement? Et finalement, comme quoi les chiens font pas des chats. Et à quel moment tu t'es dit allez là je tente la première? C'était 2017? C'était en 2014, je fais donc le championnat du monde des Bajas. Et ça marche plutôt bien, je voulais découvrir, je dis en 2015 ça marche bien mais j'ai des problèmes mécaniques, je fais 3e, en 2015 je dis il y a quelque chose à faire et je suis champion du monde. Et quand je suis champion du monde, je me dis 1 an de préparation, et là j'avais commencé déjà à mordre à ces grands espaces, 1 an de préparation, et j'arrive en janvier 2017 pour mon premier Dakar, 20 ans après mon père. Et là je me suis dit on tente, on fait un crédit et on y va, et puis voilà. Bon Alex, t'es un gars de la montagne, je pense qu'on l'entend un petit peu à ton accent. Voilà. On est ici dans le Vercors, tu parlais de grands espaces là à l'instant. Le Vercors a été classé réserve internationale de ciel étoilé. Donc ça veut dire que c'est un endroit où des mesures sont prises pour limiter la pollution lumineuse. Est-ce qu'il t'arrive toi parfois de t'arrêter, de faire un break, de regarder un petit peu le ciel, de voir des choses? Parle-moi un petit peu de ce que tu as pu déjà vivre.
Moi, ce qui me marque énormément, et en ce moment on l'a un peu, mais pour faire plus référence à ce que je vis dans le désert, c'est la clarté de la lune la nuit en fait. Comme chez nous on a des montagnes, pourtant globalement la lune est plus haut que les montagnes, mais tu as ce sentiment d'avoir un peu le ciel bas, que dans le désert, tu as l'impression que c'est un projecteur, c'est toujours assez impressionnant avec les étoiles que tu vois beaucoup plus. Moi j'aime aussi voir le ciel de façon dans l'horizon, quoi. Aller voir le paysage avec la dune, avec l'arbre, et puis parfois le chameau qui passe. Voilà, c'est un peu ça. Superbe. Et avec les étoiles au fond et pas forcément lever droit la tête. C'est très joli, hein, mais il y a aussi ce côté, regarder en fait le ciel debout, on va dire, plutôt couché. Ouais. Voilà. Et surtout que moi, comme je te disais, qui connais rien, souvent je regarde et j'ai jamais vu un ours, hein, si tu vois ce que je veux dire, dans la forêt. Donc, dans la forêt peut-être, mais dans les ciels. Et il faudra m'expliquer l'histoire là, parce qu'il y a un truc que j'ai jamais compris. Il y a une casserole à faire dans ma cuisine, mais bon. Mais voilà, je crois que tu as beaucoup de choses à m'apprendre là-dessus. On est monté en quad là à l'instant. C'est pas le quad que tu utilises pour faire tes compétitions. Toi, tu es sur un Yamaha 700, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Voilà, ça dépend. Sur les rallyes, un Yamaha 700. Sur des courses un peu plus endurance, où on va dire cross, ça va être un 450, mais sur un Yamaha, ouais, c'est ça. C'est un budget de combien, un quad comme ça avec lequel tu pars? Pour le Dakar, on est aux alentours des 45 000 euros. 45 000 euros la machine? Ouais. Et en cas de panne, en cas de casse dans le désert, c'est toi qui gères entièrement? Oui. En gros, t'es mécano. Alors là, si mes mécanos voient ça, ils vont rigoler. Je me débrouille toujours à arriver à bon port, en général dans la mesure du possible. Après, aujourd'hui, je vais être honnête, mes premiers Dakar, je les ai fait moi-même, j'ai préparé ma machine, donc j'ai pas à rougir de ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des super mécanos et j'ai jamais eu besoin de faire mécanique dans le désert quasiment. Qu'on explique bien aux gens, le Dakar, tout le monde ne connaît pas vraiment forcément ce que c'est. Quand tu te plantes, quand tu casses, il y a une assistance. C'est possible si tu as de l'argent. Après, moi, on revient toujours à la même chose. Alors, oui, et puis bon, tu peux attendre des heures. Moi, non, je me débrouille quand je suis dans le désert. Je me débrouille par mes propres moyens, essayer de sortir le quad, de rallier l'arrivée. Là, mon deuxième Dakar que je gagne, 3 jours de la fin, on a un problème d'huile. Et du coup, j'avais une gourde avec de l'huile. Et puis, comme je dis, mon mécano, il dit toujours, faut mettre le bon niveau d'huile, la bonne huile. Là, tu t'adaptes dans le désert. Donc, je faisais des niveaux d'huile en prouf-prouf. C'est-à-dire, voilà, j'appuyais sur la gourde, ça faisait prouf-prouf. Et tous les 50 km, je faisais ça. Mais je suis arrivé, on a gagné le Dakar. Il faut s'adapter. Et après, j'ai l'assistance qui a toutes les pièces qui est au bivouac prochain. Mais un Dakar, par exemple, ça peut être le matin, je pars de Marseille et le soir, le bivouac est à Lille. Dans le désert, sans Waze et sans panneau de circulation. Donc, on va faire un bout de liaison, un bout de spécial, c'est la partie de la chronométrée, et on rentre. Et tout ça, là, je suis en autonomie totale. Le bivouac, on va longuement en parler ce soir parce que c'est un truc qui est extraordinaire sur le Dakar. Et j'ai hâte que tu m'en dises plus tout à l'heure. Avec grand plaisir. On y retourne? On retourne chez toi? C'est parti. Allez, go. Allez, À toi de jouer. Waouh. Super. Maintenant, le tout, c'est que ça crève pas et c'est pas gagné. Bon, toi, des feux, t'as dû en faire un paquet, j'imagine, au Dakar et ailleurs. T'as des souvenirs comme ça de beaux feux dans le désert? Les locaux, comme on dit, ils sont assez impressionnants, surtout pour faire le pain. Tu sais comment ils font du pain là-bas? Non. C'est comment le faire cuire, plus exactement. Et là, ils sont impressionnants. Ils font un trou dans le sable, ils le mettent dans le sable, ils recouvrent le sable, ils font le feu, et le pain cuit dans le sable. Dans le sable chaud. Dans le sable chaud en train de cuire. Ils sortent le pain cuit, ils le prennent, et après, avec un torchon, ils tapent dessus, tu le manges, c'est très bon. Et il n'y a rien qui croustille, t'as pas de sable. C'est un truc qui m'a toujours fait. Tu me donnes bien envie là, ouais. Si tu as l'occasion un jour de partir dans ces pays-là, il faut goûter le pain du désert. Le pain du désert, on peut l'appeler comme ça.
Bon Alexandre, ce soir on va bivouaquer ensemble, on va dormir chez toi, dans ta carrière, puisque tu as des chevaux ici avec ta femme dans le Vercors. On voit les tentes là derrière nous. Parle-moi un petit peu de tes bivouacs que tu as pu faire au Dakar et ailleurs. Dormir dans le désert, tout le monde ne l'a pas fait, c'est assez particulier. Quels souvenirs tu gardes de ça? Les souvenirs que je vais garder de ça, c'est surtout les bivouacs dans le désert, je me précise, c'est-à-dire qu'on est souvent dans le désert, mais il y a le bivouac du Dakar, où c'est un village de 3 à 4 000 personnes qui se déplacent, donc c'est assez exceptionnel. Et c'est vraiment une ville. C'est une ville où on est en mode bivouac, mais voilà. Et il y a aussi les étapes marathon, voire maintenant la 48 heures chrono, où là, on arrive, on nous donne une tente et on s'arrête un moment à une certaine heure dans la journée et on dort sur place. Il n'y a pas de douche, pas de sanitaire, il n'y a rien. On a une ration militaire. Ah ouais. Et ça, et ça, c'est plutôt cool parce que on s'aperçoit que on a beau gagner plus notre vie que d'autres, d'être meilleur dans la compétition que d'autres, on est tous pareils, il y a un pied d'égalité. Donc ça, je trouve ça assez sympa, quoi. Qu'est-ce que ça fait de dormir dans le désert? T'as froid ou pas? Oui, la nuit, alors on s'équipe comme on le disait, voilà, il faut clairement, quand on est dans des conditions comme ça, on dort habillé, quoi. On fait sécher un peu 2-3 affaires, mais autrement, dès qu'on peut, on dort habillé, on met le duvet, parce que entre 2 et 4 heures, 5 heures du matin, il y a ce coup de redou qu'on sent vraiment, on dort bien jusqu'à 2 heures du matin. Ici, on est mal habillé. Vers 2 heures, on dit qu'est-ce qui se passe? Vers 3 heures, on dit je sais ce qui se passe. Vers 3-4 heures, on dit je me gèle. Donc, ouais, là, c'est à ces heures-ci qu'il fait le plus froid. Après, ça remonte un peu les températures. Il fait combien du coup à ce moment-là? Il fait combien? Dans le désert. Dans le désert, là, au mois de janvier, attention, après, au mois de janvier en Arabie Saoudite, parce que voilà, on se situe géographiquement, ça peut changer. On est aux alentours de 0. En janvier, la grosse différence, c'est l'amplitude thermique. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais partir avec un ressenti avec le vent à -5, -10, s'il y a vraiment du vent glacial. Et je vais monter à 25 degrés dans une journée. On fait en moyenne 700, voire 900 km par jour. Donc c'est vrai qu'à un moment, on part d'un endroit, on arrive à un autre, c'est pas les mêmes températures. Combien ça coûte de faire un Dakar? Pour aller gagner un Dakar, on n'est pas loin des 150 000 euros. 150 000 euros? Ouais. Et ça englobe quoi? Tout, le quad, l'inscription, toutes les personnes. Souvent j'en ai qui me disent mais moi je veux venir au Dakar avec toi, je suis mécano. Bon, alors, déjà ils sont gentils, on n'a pas toujours la même notion de mécano, mais ça part d'une bonne intention. Et puis une personne que j'emmène, la moindre personne que j'emmène, elle va me coûter à peu près 16 000 euros. 16 000 euros. Ouais. C'est pas gratuit, l'inscription, l'avion, tout ça. Ça coûte 150 000 euros de participer au Dakar en quad. Là tu passes en catégorie SSV, les buggy, c'est plus cher. Oui bien sûr, alors juste un petit bémol, ça coûte 150 000 euros pour gagner à la méthode Alex, c'est-à-dire que bon, il y en a que ça coûtera plus, d'autres moins. Moi, mon premier Dakar, je l'ai fait pour 35 000 euros. Je veux dire, voilà, s'il y en a qui en rêvent de le faire. Maintenant, sur le buggy, oui, c'est vite à notre budget. Là, aujourd'hui, je suis dans un bon team, un team officiel, donc à la base, c'est même plus de 400 000 euros. Moi, ça va me coûter 300 000. Donc 400 000 euros pour concourir sur un buggy. Oui. Ouais. Vous vendez votre maison si vous avez une belle maison. Parce que voilà. Ouais. Quand on s'appelle Alexandre Giroux, qu'on a gagné déjà 2 fois le Dakar, est-ce que ça aide à trouver des sponsors ou est-ce que c'est quand même, tu sors les rames? Oui, ça aide. Et oui, je sors les rames, surtout avec la conjoncture actuelle. Et puis pareil. C'est-à-dire que tous les jours, voilà, tu es au téléphone, tous les jours tu rencontres des gens, quoi. Voilà, tous les jours je suis là à solliciter, à demander, à essayer, à rappeler les personnes qui ont d'autres priorités que moi. Donc c'est vraiment un travail d'acharnement. C'est comme une entreprise qui se lance, il faut surtout être bien entouré. Et puis après, on arrive à faire des choses. Est-ce que tu t'es déjà perdu dans le désert? Je te demande ça parce que Mark Thatcher, le petit-fils ou fils, je ne sais plus, de l'ancienne première ministre britannique, Margaret, exactement, s'est perdu, je crois, pendant 4 jours. On l'a retrouvé in extremis. Toi, tu t'es déjà perdu? Alors là déjà tu m'as perdu avec cette comparaison, tu vois. mais on va prendre le Dakar, les autres rallyes aussi, mais le Dakar qui est le plus. Je me perds, on va dire une moyenne 1 fois par jour, et je me paume 2 fois dans le rallye, où je me dis là, t'es perdu complet. Je dis là, si ça serait bien que je retrouve la piste quand même. Là, ça veut dire que tu es tout seul, tu vois personne à l'horizon, ni devant ni derrière, quoi. Ça peut arriver, ça arrive. On va dire sur les 2 fois, on va dire 1 fois oui et 1 fois on peut être paumé complet, mais à plusieurs. Souvent on est plusieurs abrutis qui font la même erreur, tu vois, donc on est là et il y en a un qui l'a fait, les autres types, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Puis après t'en as un qui fait demi-tour, alors là tu t'arrêtes.
Alors que des fois, c'est bon, le type, il a juste douté. Ouais. Donc ça, sur le mental, c'est très dur à gérer. Il a juste, lui, douté alors qu'il était sur la bonne piste. Il s'est dit, merde, mais je suis pas bon. Alors que c'est bon, alors tout le monde s'arrête, fait demi-tour, alors que c'était... Et tu les vois tous, 10 minutes après, parce que je l'ai vécu, hein, on reprend la même piste. Tu te dis, putain, c'était bon, Si en t'avais fait. su, ouais. Alors que parce qu'il y a un type qui a fait demi-tour. Ça se trouve, il avait perdu sa montre, le gars, c'est tout. J'aimerais qu'on parle un petit peu du bivouac maintenant, parce que le bivouac au Dakar, c'est une institution, t'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment une petite ville qui se déplace d'étape en étape. À quoi ça ressemble le bivouac, dis-moi? C'est pas juste des tentes. Hein. Non, c'est déjà, t'as un office center au milieu qui est énorme, avec des grosses structures qui accueillent la cantine, qui accueillent le service médical. Il faut savoir que sur un Dakar, ils peuvent te transfuser, ils ont quoi de faire de la réanimation, hôpital, c'est un hôpital. Ouais. Ils ont un scanner, ils Ah ouais. ont radio, ils ont tout ce qui... Voilà, Il y a un service de pressing, il y a un service de location de vélo, tellement c'est grand. Sur les gros bivouacs, ouais, il y a tout ça. Après, sur les petits bivouacs, c'est énorme, avec un peu moins de service, parce que honnêtement, en plus, on n'a pas besoin, on reparle le lendemain. Mais ouais, c'est juste énorme. C'est toute une ville, quoi. Il paraît que ces grands bivouacs sont entourés d'un grand grillage comme ça, et on appelle même ça le zoo, parce qu'il y a plein de gens qui viennent se regrouper, tous les locaux qui viennent vous voir à travers le grillage comme ça. C'est vrai ça? Ah bah carrément. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de milliards d'argent, je pense, au milieu, hein, avec les teams officiels. Donc c'est quand même des gros budgets, donc il ne faut pas qu'il y ait des vols, malheureusement. C'est pour ça que c'est grillagé. Il peut y avoir des envieux sans vouloir faire un délit X ou Y, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça fait des envieux, donc voilà. Et puis aussi la libre circulation, voilà, que ça soit pas non plus... ça soit pas le centre commercial du coin. Donc, vous ne jetez pas des cacahuètes non plus? Non, c'est plutôt... Ils nous observent avec des grands yeux, quoi. Voilà, c'est plein de respect, ils viennent voir de curiosité. C'est pas, qu'est-ce qu'ils font là, c'est drôle de zozo, c'est waouh. Alexandre, si je te dis Manuel Andourar, c'est ton grand rival. Oui. Tous les grands sportifs ont un grand rival. Voilà, Messi à Ronaldo, Mohamed Ali à Joe Frazier. Là, on a Giroud Andourar. Parle-moi un petit peu de lui. Bon, c'est sympa d'être comparé à tous ces grands noms. Je suis pas sûr qu'on soit comme ça, mais Manu. Manu, déjà, tu le connais bien. Oui, je connais très bien Manu. Où on se trouve, on a passé 3 semaines ici. Il est venu 3 semaines à la maison. On a fait le mondial du quad ensemble en équipe. C'était un copain. Après. Chacun ses valeurs. Là, sur ce dernier Dakar, comme je dis, en Amérique du Sud, c'est des demi-dieux. Donc, des demi-dieux qui se font battre régulièrement par un humain, ça commence à être compliqué. Ça, c'est mon interprétation. Et je sais que Manu, une fois, il m'a dit parce qu'en plein désert, il vient me taper dedans pour pas que je le double. Et je lui ai dit, Manu, tu fais quoi? Il me dit, désolé Alex, mais quand il y a le casque, il n'y a pas d'amis. Moi, quand il y a le casque, il y a une compétition, mais il y a des valeurs, il y a un respect du sport. Donc je partage pas du tout ça avec lui. Je pense qu'il y a un Federer-Nadal, c'est pas ça. Il y a un respect. Et moi, je trouve qu'il n'y avait pas ce respect-là. Maintenant, peut-être que tu vois, je me dis que dans mes vieux jours, on va dire qu'on aura 90 ans, si cet enflure part avant moi, ça c'est un peu, c'est pour une blague, mais peut-être que j'aurai un pincement un jour parce que on aura vécu une aventure quand même tous les deux. Il faut se l'avouer, quoi. C'est quand même quelqu'un qui fait partie de mon aventure sportive. Donc voilà. Bon, on est là pour faire une photo? Bah ouais, j'ai un téléphone, allez, si tu veux. Allez, je t'en c'est parti. Bon Alex, là on est face à un setup d'Astram. Astram, je ne sais pas si ça te parle, c'est le terme pour astronome amateur. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent un petit peu là, déjà, des éléments dont tu pourrais me parler? Ça ressemble à une grande lunette là où tu peux voir, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une lunette. Donc, voilà. Ça, c'est une lunette astronomique, exactement, c'est pas un télescope. Au fil des émissions, on va détailler un petit peu tous les éléments qui composent ce setup. Là, on va vraiment faire une présentation générale. À cette lunette, on a couplé une caméra ici pour faire notre photo. Alors ça, c'est une caméra dédiée à l'astrophotographie. On aurait pu mettre n'importe quelle caméra. Je ne sais pas si tu pars avec un appareil photo quand tu vas dans le désert, mais tu peux mettre un Canon, un Nikon, un hybride, ce que tu veux. Tu arriveras à faire une très belle image du ciel, mais celle-là, elle est vraiment dédiée à l'astro. Et d'ailleurs, je vous la présenterai dans notre prochaine émission d'Escale sous les étoiles. À cette petite caméra, on a rajouté une chose. Venez voir. On a rajouté un filtre. Alors des filtres en astrophoto, il y en a des tonnes, principalement pour diminuer la pollution lumineuse. Pareil, on y reviendra dans d'autres émissions. Ensuite,
on a la monture. La monture, c'est un élément hyper important. C'est ce qui va permettre de compenser la rotation de la Terre. Parce que quand tu regardes les étoiles, la nuit, dans le ciel, elles bougent. Bah, en fait, non, c'est pas les étoiles qui bougent, c'est la Terre qui pivote. Donc forcément, tu as l'impression que les étoiles bougent dans le ciel. Donc cette monture, elle est hyper importante parce qu'elle va compenser la rotation de la Terre et permettre de faire notre photo et de garder la cible qu'on veut imager pendant toute la nuit. Donc la monture, hyper important. Et puis là, on a une petite lunette et une petite caméra. C'est le modèle enfant, c'est juste pour affiner le guidage de la monture. Parce que là, ce soir, on va faire une photo qui va durer 5 minutes. Tout ça pourquoi? Pour faire entrer un maximum de lumière. Parce que la nébuleuse du cœur qu'on va faire en photo dans un instant, on la voit pas à l'œil nu. Pour la prendre en photo, il faut faire une pause longue. On va faire une pause de 5 minutes ce soir. Et si possible, on va en faire plusieurs. Parce que plus on fera de photos en astrophoto, plus on va gagner en détail. Donc on va pas faire qu'une seule photo, on va en faire beaucoup. D'accord. Bon, c'est parti? Eh ben allez, faisons cette photo. Alors cette photo, la nébuleuse du cœur, elle se trouve dans la constellation de Cassiopée. Alors, là, Alors- elle se trouve par là, non? Au hasard ou pas? Un petit peu, tu vois. Ouais, parce que le télescope est orienté là-bas. Voilà, j'aurais été con de dire qu'elle se trouve là, mais... Ouais, la constellation de Cassiopée, elle se trouve dans l'hémisphère nord. Alors, elle forme un W dans le ciel. Est-ce que tu arrives à le trouver, ce W? Ça peut être un M, forcément, en fonction de l'heure ou de la saison. Mais tu m'as dit Est-ce qu'on que tu voyait la pas à l'œil nu, alors... La nébuleuse, on la voit pas, mais la constellation, c'est un ensemble d'étoiles. Donc, est-ce que tu vois des étoiles qui forment un W? Allez, je vais t'aider un petit peu. Là? Ouais, c'est ça, exactement. Oui, mais c'est... Donc là, regarde ça. Oh, c'est balèze ton truc. On a 5 étoiles là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça forme un W. Tu vois. Donc voilà, là on a la constellation de Cassiopée qui est ici. Notre nébuleuse du cœur, et ben, elle se trouve là à l'intérieur, à 7000 années-lumière de nous. Oh, ça c'est facile. Tu veux qu'on prenne le quad, là? On y va? On arrive à quelle heure? Dans un quart d'heure. Un quart d'heure? Il va Ah bien, ouais. mon quad. Ouais, 300 cm3. Alors, pour la petite info, dans la mythologie grecque, Cassiopée, c'est l'épouse de Céphée. Céphée et Cassiopée ont une fille qui s'appelle Andromède, la galaxie d'Andromède, qui n'est pas très loin non plus d'ailleurs ce soir. Selon la légende, Cassiopée se vantait d'être la plus belle. Voilà, je suis la plus belle et je suis même plus belle que les Néréides, c'est les nymphes de la mer. Et Poséidon, dieu des mers, se mit en colère et détruisit le royaume de Cassiopée. Alors pour calmer Poséidon, Cassiopée et Céphée acceptèrent de sacrifier leur fille Andromède. Andromède, elle fut sauvée in extremis par Persée, qui mariera d'ailleurs Andromède. Et pour condamner Cassiopée, pour la condamner de son arrogance, eh bien Cassiopée fut placée dans le ciel par les dieux, condamnée à tourner autour de l'étoile polaire. Cassiopée assise sur son trône, condamnée à tourner parfois la tête en bas. Voilà sa punition pour la petite histoire. D'accord. Donc là, tout le matériel est prêt pour faire la photo. C'est Anaïs qui a monté tout ça. Donc merci Anna. Si ça vous intéresse, hein, si vous voulez qu'on vous explique comment on a fait pour monter tout ça, pour paramétrer tout ça, dites-le en commentaire. On y reviendra dans On d'autres vous émissions. donnera le téléphone portable, Donna. Non, c'était pas ça. C'était pas ça qu'il fallait dire. Alors Alex, je te donne la tablette. On va dire au télescope d'aller se positionner sur la constellation de... Du M, là? La constellation de Mathieu Chédid, effectivement. Non, on va aller chercher la nébuleuse du cœur, qui La se trouve dans nébuleuse du la cœur. constellation de Cassiopée. Ah oui. On va aller faire une recherche. Donc là, voilà, tu lui dis d'aller chercher la nébuleuse du cœur. Donc D'accord. l'appareil se positionne dessus automatiquement. Regardez, hop. Donc là, ça y est, notre lunette s'est positionnée sur la nébuleuse du cœur. Donc on va lui demander de faire une photo. Une photo de, combien on a dit? De 5 minutes. Donc là, tu vas pouvoir J'ai inscrire. l'impression d'être à l'école, j'ai peur de dire des conneries. Donc tu lui dis que tu veux une pause de 5 minutes. En secondes, ça fait... Ça fait 5 fois 60? Non. Oui, c'est ça. C'est ça en plus? Oui. Je sais que Ça fait combien? C'est ça la question. Oh putain, je suis fatigué. 5 fois 6, ça fait 36, c'est ça? J'en sais plus rien. 6 fois 5, Ça fait 36 moins 6, ça fait 30. J'ai Ouais. hésité. Donc Oh, 300 putain, secondes. heureusement, il n'y a pas ma fille parce que je sais même plus faire une opération. Oh, je suis fatigué. Donc là, on fait une photo de 300 secondes. Tu valides. Et là, Ouais. tu lances la capture. Vas-y, appuie sur le bouton. Et on vient voir ça dans 5 minutes. D'accord. Allez. Alex, nous en astronomie, on se sert des étoiles pour se guider dans le ciel. Toi, dans le désert, tu te sers de quoi? D'un roadbook. Un roadbook, un GP. roadbook? Ouais, un roadbook.
Tiens. Ah, t'avais prévu le coup. T'avais Prévu la question. T'as vu, tu vois, c'est ça, l'avantage, un c'est roadbook. qu'après tu peux y mettre au feu. T'enroules devant dans ton quad, donc c'est vraiment un rouleau. Et t'enroules comme ça. Et Ça tu se déroules au présente fur et à comme mesure. ça, et comme ça, tu déroules au fur et à mesure que le kilomètre passe. Alors ça indique quoi? Les kilomètres, Mmh. par exemple au kilomètre 335, tu vas valider un waypoint et derrière la petite montagne, là, tu vas prendre une piste sur la droite, cap 163. Ouais. Et à 280 mètres, tu partiras sur un cap moyen de 192. Wow, c'est hyper précis. Sur une piste plus ou moins visible. Est-ce qu'il y a des pilotes qui tentent des pièges en compétition? Par exemple, qui font une trace dans le sable, exprès, qui va pas dans la bonne direction? Alors, si tu me la poses, c'est peut-être que tu as vu des trucs. C'est compliqué de faire ça. Il y en a qu'un aujourd'hui qui avait fait ces trucs-là, c'est Peter Ancel, aux années africaines. À un moment, il avait pris le mauvais chemin volontiers, il s'était arrêté, il lui avait dit qu'il avait une panne d'essence, file, et R40 c'était parti, il avait fait des tours, il avait pris la bonne piste. Là, il faut avoir C'est une la tactique, capacité, quoi. voilà. Nous, on a plus des tactiques où on se regarde et on essaye de faire la même chose, mais de façon moins osée, où voilà, on va un peu se toiser et essayer. Moi, si, ça m'est déjà arrivé on se loupe tous les deux avec Andujar, on se loupe tous les deux, on s'arrête. Et là, je vois qu'il y a une voiture de l'armée qui était pas loin. Une voiture de l'armée qui dit voiture de l'armée, c'est qu'ils se mettent à un endroit de point de contrôle. Je retourne, je valide le waypoint. Et là, je me couche, c'était derrière une dune, je me couche sur mon quad tout doucement pour pas faire de bruit parce que lui était plus loin pour essayer de l'avoir. Je passe la dune et je le vois qu'il arrive. Oh, allez, c'était reparti, la guerre était repartie. Lui, il s'était pas fait avoir. Voilà, des petits trucs comme ça, on essaye de le faire, quoi. C'est le chat et la souris un peu. C'est vrai que tu es géolocalisé en permanence sur le Dakar. Tu as un petit boîtier comme ça qui permet de te trouver à J'en ai tout moment. plus d'un, j'ai le GPS déjà où il peut avoir des infos et j'ai surtout les retracks. Les retracks, voilà, où on peut communiquer avec Paris directement, qui fait décéléromètre. Donc s'il y a vraiment un gros arrêt brutal, ça envoie direct une information à leurs gars qui vont venir s'assurer que Que tout va bien. tout va bien parce que ça peut être dangereux. Et après, on a une balise qui, en cas d'extrême besoin, qui carrément prévient le Quai d'Orsay. Il faut que tu nous parles de ton expérience dans la voiture balai, dans le camion balai du Dakar. Tu l'as gagné 2 fois le Dakar, mais tu as aussi eu des abandons malheureusement. Donc quand c'est comme ça, on vient te récupérer. Et là, c'est une expérience en soi. Alors là, la plus grosse expérience que j'ai eue, c'est même pas sur le Dakar, c'est En sur Tunisie, je crois, non? ouais, sur le Tunisie. J'ai attendu donc dans le désert que le camion balai arrive et quand le camion balai arrive, c'est une cellule. C'est-à-dire que derrière, on a une cellule, tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre, on rentre, Ah il y ouais. a des sièges. Il y a des sièges de voitures de sport, donc on est calé et on comprend vite pourquoi, où on peut s'attacher. Et là, en fait, déjà vous avez les boules, ça fait des plombes que vous attendez dans le désert. Et là, vous montez dans ce truc-là, vous voyez rien avec d'autres personnes. Autant vous dire que l'odeur, c'est une catastrophe. Et on est tous là avec nos bottes, ça fait des heures qu'on est comme ça, qu'on macère dans le truc. Et là, le chauffeur de camion vous emmène, là en Tunisie en l'occurrence, il me restait 100 km pour l'arrivée. Bon, c'est facile, je crois que j'ai mis 7 ou 8 heures. Mais la première fois je monte, je sens qu'il y avait les dunes, parce que c'était des dunes, il monte les dunes, et on entend le camion, donc... Et la co, ça s'arrête. Alors, Il recule. il part plein pot en marche arrière, on est dans le truc, et on attend l'impact. C'est un truc horrible. Et en fait, parce que il reculait, il montait jusqu'à qu'il arrive à monter. Voilà, il n'arrivait pas à monter. Et voilà, ça a été un grand moment qu'aujourd'hui, malgré tout, voilà, qu'on peut raconter. C'est ça aussi, les histoires d'aventure, c'est de pouvoir raconter tout ça, quoi. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton papa, Daniel, qui a remporté, tu nous l'as dit tout à l'heure, le Dakar. C'était le premier à finir le Dakar en catégorie quad en 97. Je t'ai laissé voir, en 97, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui reste de tout ça? C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de rigolades. Parce que voilà, le papa d'Alexandre est parti il y a quelques temps. C'est ça. Comme il disait, c'est vrai que c'est ce qui, on peut dire, restera chez moi, c'est que quand on discutait tous les deux sur les longs parcours de route qu'on pouvait faire, il me disait souvent, tu sais, à mon époque, le Dakar, d'une aventure, on en faisait une compétition, et la tienne, d'une compétition, on en fait une aventure. Et je pense que c'est ce qui restera aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ça. Nous, on traverse le désert à très grande vitesse, et ce qui fait l'aventure. Et eux, ils avaient des véhicules qui étaient improbables, et ils allaient beaucoup moins vite. Et à la fin, il y avait un classement. Mais c'est l'aventure qui faisait le classement. Nous, aujourd'hui, c'est la façon dont on fait la compétition qui fait l'aventure. Donc ça serait un peu ça déjà qui restera. Quand il était en activité, le souvenir marquant que j'ai, c'est les 30 secondes de coup de téléphone, parce que c'était pas la même époque.
C'est-à-dire qu'il mettait 2 pièces, on l'avait une fois par semaine. Coucou, c'est papa, je vais bien. C'était ça. C'est juste ça déjà. Et Ouais. parce que voilà, aujourd'hui on a les téléphones, tout ça. Donc ça, c'est le souvenir d'enfant que j'aurai. Après, si, d'autres souvenirs. Le collège, quand il gagne le Dakar, où là, on nous fait un mot avec mon frère pour aller le récupérer à la gare de Grenoble. Et les 2 frangins dans le même collège qui ont un mot en même temps pour raison familiale, on connaît tous l'histoire. Et là, le CPE je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et qui ne veut pas nous faire partir, quoi. Il dit, attendez, là, c'est quoi cet embrouille limite, vous avez fait des mots ensemble, les frangins. Et on lui dit, c'est mon père, il rentre du Dakar, c'est notre père, il rentre du Dakar. Il dit, mais c'est votre père et tout, il a signé le mot, allez-y. Donc ça, c'était un truc assez rigolo. Ça avait débloqué la situation en 30 secondes, j'en souviendrai toujours. Quand j'ai fait mes premiers Dakar, il était pas chaud parce qu'il savait les risques, il savait l'argent, il savait tout ça. Et puis quand je suis parti, qu'il a vu qu'il n'y avait pas le choix, il a pris un billet d'avion et il est venu, quoi. Et voilà, où j'abîme mon pot d'échappement, lui il revient, il dit, tiens, je t'ai eu un pot d'échappement neuf, je fais, mais pas. Combien ça coûte, bordel, j'ai pas un sou. Donc c'est ces moments qu'on a vécu incroyablement, voilà, ces moments de dingue avec des petites engueulades, mais voilà, il y en a des milliers, il faudrait faire une soirée, une autre soirée, mais pour clôturer ce truc-là, c'est que même s'il est plus là, en fait, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu, c'est qu'on a vécu plein de choses, quoi. Et ça, c'était cool. On va voir cette belle photo. Allez, on va voir ce que ça a donné. Donc là, ça fait 1 heure que le télescope tourne maintenant. On a fait des images de 5 minutes, une douzaine environ. Et voilà le résultat de notre nébuleuse du Cœur. On peut voir aussi presque à l'intérieur des trucs qui ressemblent aussi. Alors une nébuleuse, c'est un mélange de gaz et de poussière. Donc là, tu as juste du gaz et de la poussière, principalement de l'hydrogène pour le gaz. Et ici, au cœur du Cœur, tu vois tout un amas d'étoiles, plein de petites étoiles. Cette photo, vous la découvrirez en fin d'émission et encore une fois, vous pourrez la remporter. Magnifique. Tout se passe dans la rubrique description. Là, voilà, ta photo, Alex. Impressionnant, plus que joli. C'est impressionnant de voir ce qui se passe en fait là-haut, quoi. On passe au petit moment sucré de cette émission, Alex, c'est l'interview Chamallow. Alors l'interview Chamallow, je vais te poser des questions sur l'astronomie. On va tester un petit peu tes connaissances. Oh, j'ai tout pigé, moi. Voilà, et aussi sur ta passion. Voilà, le Dakar et le quad. T'es prêt? Allez, je t'écoute. Allez, première question. La Lune s'éloigne de la Terre un petit peu plus chaque jour. Vrai ou faux? Faux. À un moment, elle revient toujours au même endroit. Oui. Mais est-ce qu'elle s'éloigne de plus en plus ou pas? Tu veux dire quoi par elle s'éloigne de plus en plus chaque jour? Ça veut dire qu'elle se rapproche pas, qu'elle s'éloigne. Oui, mais il m'a pris pour un con, lui. Mais à un moment, elle s'éloigne, mais elle revient, puisqu'il y a toujours... Sans revenir, tu vois, s'éloigner un petit peu plus. Encore et encore. Faux. C'est vrai. T'es mal informé. Sérieux? Elle s'éloigne de 4 cm par an, la Lune. Alors, c'est pas beaucoup, 4 cm par an. Mais c'est vrai que sur des milliards d'années... Faisant 8 cm. Un jour, on verra peut-être plus du tout la Lune depuis la Terre. Eh oui. Alors, on arrive à mesurer très précisément la distance Terre-Lune grâce à des miroirs qui ont été posés sur la Lune lors des missions Apollo. Les astronautes américains ont posé des miroirs sur la Lune. Et nous, depuis la Terre, en tirant des lasers, on arrive à connaître la distance Terre-Lune. Parce que le laser, pour faire de la Terre à la Lune et revenir, il met environ 2 secondes et demie. Et comme on connaît la vitesse de la lumière, on arrive à savoir précisément, au centimètre près, quelle est la distance de la Lune. C'est incroyable. Bon Alexandre, dans quelle constellation se trouve la nébuleuse du Cœur qu'on a prise en photo? Dans... Cassiopée. Ouais. Il revient de loin, lui. Hein. Ah bah ouais. Bravo. T'as vu, comme quoi j'ai toujours dit que j'arriverais à percer un jour. Eh ben, c'est fait. Eh ben, c'est fait. J'étais en train de le chercher, l'autre, voilà. Vrai ou faux, il pleut des diamants sur certaines planètes? Alors là, je vais te dire carrément, dans le monde où on vit, si c'était vrai, à mon avis, il y aurait un projet, là, ils seraient déjà tous sur la planète pour récupérer les diamants, non? Putain, c'est faux, c'est vrai? Ouais. Mais comment ça se fait que... Il pleut des diamants sur certaines planètes, comme Neptune ou Uranus, des planètes de glace. Comment ça se fait qu'Elon Musk, avec sa Tesla, il n'est pas allé les chercher? Peut-être qu'il ira un jour. Hein. Elles sont peut-être un petit peu loin pour le moment. Il commence avec Mars, il galère encore un peu. Ouais.
Il ira peut-être un jour chercher les diamants de Neptune Bah. et d'Uranus. En fait, c'est le carbone sur ces planètes à cause de la pression qui a réussi à se transformer en pierre précieuse. Des scientifiques en laboratoire ont recréé l'expérience et ils ont réussi à fabriquer des nano-diamants. C'est vrai, il pleut des diamants sur certaines planètes. Incroyable. Vrai ou faux, il pleut des poulpes sur certaines planètes. Ouais, à un moment, il faut arrêter de me prendre pour un con, là, quand même, non? Faux. Si tu me dis vrai, je t'allume. C'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Il a plu des poulpes. Et tu sais où? Chez nous, sur Terre. Là, messieurs, dames, je pense que là, c'est Alors, caméra la cachée. petite explication, non, pour la blague, ça s'est passé en Chine en 2018. Il y a eu une trombe d'eau, voilà. Et donc, cette trompe d'eau a emporté avec elle des poulpes, des crustacés, des crevettes. Tout est retombé quelques kilomètres plus loin dans un bled en Chine. Et les gens se sont pris des calamars sur la tronche, quoi. Voilà. Au pays du pangolin, de toute façon, Tout peut se passer. tout se peut se passer. Vrai ou faux, Alexandre Giroux, Saturne est la seule planète à posséder des anneaux dans notre système solaire. Vrai. Champion du Dakar. Tu sais que moi, là, mon permis de conduire, là, j'avais fait 12 fautes au début, je l'ai passé 2 fois, je n'avais pas de remords. Ce qui veut dire que la prochaine fois, j'aurai tout juste. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, pour l'instant, on est à l'entraînement. Donc, Saturne a des anneaux, Jupiter en a également, Uranus et Neptune en ont aussi. On les voit beaucoup moins évidemment. Saturne, c'est la plus connue parce que les anneaux sont les plus beaux, les plus grands. Elle a 7 anneaux différents, Saturne, tu vois, qui s'étendent sur la longueur. 7 anneaux de l'intérieur à l'extérieur, sur une épaisseur assez faible finalement parce qu'elle ne mesure qu'1 kilomètre de hauteur, cette tranche d'anneaux, et vraiment sur la partie la plus haute. Bon, Alexandre, assez parlé d'astronomie, on va connaître... Ouais, on va... si, j'ai dit une vérité en astronomie, que j'y connaissais rien. C'est bien, je me coucherai Non, moins c'est bête. très bien. Assez parlé d'astronomie, on va parler du Dakar. Maintenant, on va tester tes connaissances sur la course phare. Qui est le premier vainqueur du Dakar? En quoi? Alors lui, c'était un pilote de moto, mais c'est le premier à avoir terminé le Dakar en 79. J'allais dire, là, j'ai essayé de te piéger parce qu'en quoi, c'est qu'au début, le classement était tout confondu, moto-voiture. Alors, si tu me dis en moto en 79, j'hésite, Neveu. Bravo, Cyril Neveu. Ah, t'es calé hein, dans ce domaine-là. Hein. Cyril Neveu, il y avait environ 180 équipages au départ en 78, c'était fin 78, et il n'y en a que 70 qui sont arrivés. Début 79. Et c'est Cyril Neveu qui est arrivé le premier, exactement. Vrai ou faux, le Dakar a déjà traversé l'Amazonie, Faux. puisqu'il est allé en Amérique du Sud. L'Amazonie. Mais dans quel pays? Ah, c'est vaste l'Amazonie. Ouais, Je te demande juste s'il a déjà traversé Non, l'Amazonie. faux. Faux? Je te dis c'est faux, passe à autre chose. Me fait engueuler. Non, parce que tu cherches un C'est mec dans faux. le doute. Il a traversé le désert, plein de déserts, mais jamais l'Amazonie. Non. Next question. Quelle vitesse peuvent atteindre les camions dans le désert, sur le Dakar? Ah, 180 km/h, 200 km/h, 220 km/h. mais tu pars dans un truc là, tu t'es renseigné ou pas? Non, à peine. Quelle année? Mais quelle vitesse ils peuvent atteindre? Sans Aujourd'hui- parler de limitation. Ah ouais, mais c'est pour ça. Quelle vitesse ils peuvent atteindre? Il me prend pour un lapin de 6 semaines. C'est qu'aujourd'hui, ils sont limités, les camions. Oui, Alors, mais sans ça. là, tu es en train de me sortir une question où tu es allé choper le record. peut-être. Ouais. Redis-moi les vitesses, s'il te plaît. 180, 200 ou 220 km/h. 180, c'est sûr. Image incroyable Ouais. du camion qui double la Peugeot de Vatanen dans le désert À 200 à l'heure. à 200 à l'heure. Donc, c'était 200 à l'heure. tu vois, Bah, je c'était t'avais 220 à l'heure. dit. J'ai dit merde, il m'a donné la réponse. Puisqu'il la dépasse Voilà, à mais 200, il roule à 200. j'aurais dit honnêtement 220, mais j'étais pas sûr. Mais tu as raison de que parler je de cette pense. image, elle est très forte. Les camions sont donnés pour aller jusqu'à 220 km/h, les plus performants évidemment. Mais comme tu le mentionnais, aujourd'hui sur le Dakar, les vitesses sont Il y a eu limitées. beaucoup d'accidents à l'époque. Exactement. Donc, Donc, c'est 140. Tout à fait, 140. Et là, ils vont peut-être descendre cette année à 130. Bon Alex, dernière question de cette interview Chamallow. Tu as remporté le Dakar 2 fois sur un quad, sur un Yamaha 700 Raptor, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quel est le poids constructeur du véhicule, au kilo près, dans la fiche technique? Oh, le type. J'ai un chiffre qui sort comme ça. mais- Allez, vas-y. J'en ai deux, mais je vais te dire le premier. Si tu me laisses une deuxième chance au pire, 187 kilos. C'est un peu plus. 190? 191. Mais franchement, tu étais très très J'étais- près, voilà. donc bravo. 191 kilos, poids constructeur, tout plein fait, donc j'imagine que ça veut dire... Ah, j'avais pas compté le plein. moi. Ouais, voilà, c'est pour ça. 187 avec le plein. Tu l'aurais dit 191 sinon. Ah oui. Bon, bravo Alexandre.
On se retrouve demain au petit-déj, parce que là on va aller faire un bon dodo. Toi, le bivouac, tu connais, tu montres un peu dans quoi tu dors? Eh ben écoute, je dors dans cette tente là-bas. Et moi je dors là. Bah, bonne nuit. Allez, à demain, petit-déj? Ouais, allez, ça marche. bonne nuit. J'ai besoin de m'entraîner. Et... À la dure? Ouais, à la dure. Ok. Que les maisons modernes, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Bisous. Léger ou quoi, le sol est tout blanc? Ça va, Alex? Et toi? Ça va, bien dormi? Impeccable. Bah écoute, je te propose qu'on prenne un petit café. Ouais. Pour se réchauffer quand même un peu, parce que mine de rien, c'est un peu caillé. Allez, petit-déj. C'est parti. Et là, il chope la table, il la tire. Il aime bien choper les trucs et tirer. Donc là, tu es au cœur de tout mon secret. C'est comment on met un maximum de chevaux dans une machine. C'est qu'il faut déjà avoir les chevaux. Regarde, tu vois, il est en train de la préparer. C'est mon mécano. C'est lui qui t'emmène. T'as pas trop peur, Nico? Non, j'ai pas peur, non. Tu devrais par contre. J'attendais le moment de le caresser. Donc, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée d'hier soir? Un grand moment de partage, de rigolade aussi. Parce que je pense qu'on a bien ri. Nous, on a tous passé un très bon moment. Moi aussi. On a appris de belles choses sur toi. J'espère que Ouais. toi, t'as appris quelques petites choses sur l'univers. Moi, la houleuse, non, la La nébuleuse. la nébuleuse du Caire qui a percé Cassiopée. Ouais, Et comme ça, restera c'est fait. Ça restera. Moi, j'ai c'est trouvé ça dingue. C'est que, oui, ces appareils, fabriquer des appareils comme ça, qui sont capables d'aller voir ça, puis tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un leurre? Comment on sait qu'il existe ça? Comment on arrive à voir ça? Quand j'ai vu toutes les couleurs, tu m'expliques que c'est du sable, de l'hydrogène, non? Il y a Ouais. de l'hydrogène. Quand, La poussière, de l'hydrogène. de la poussière, de l'hydrogène, qui a des diamants dans l'univers, on va dire. Et puis après, simplement, où là c'est accessible, j'allais dire à tout le monde, et oui et non, puisque je l'avais jamais fait, d'aller voir la Lune avec... Oui, parce qu'on l'a pas Avec montré hier l'appareil. soir, mais on s'est permis d'observer un petit peu les cratères de la Lune. voilà. Et ça, c'est toujours son petit côté, waouh. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, si j'ai l'occasion, j'essaierai de partager avec ma famille, de leur montrer. C'est un peu hallucinant, car vous avez vu la Lune là-haut? On la voit là, et regardez, il y a des trous. C'était vraiment cool, j'ai adoré, parce que c'est pas du tout comme je t'ai dit, et ça s'est vu que mon univers. Là, on était là pour tu me fasses découvrir tout ça, qu'on échange nos univers. Mais vraiment cool. Merci beaucoup. Merci Alex. à toi, merci à toute l'équipe Merci pour la soirée. d'être venu et qu'on ait passé ce moment-là. Et puis je vous rappelle que la photo de cette très belle nébuleuse du cœur qu'on a faite ensemble, vous pouvez la remporter. Ça se passe dans la rubrique commentaires. Allez jeter un petit coup d'œil. On vous le rappelle, tous les fonds récoltés seront reversés à une association, à l'association Rêve que tu as choisi, Alexandre. Donc allez-y, cliquez, abonnez-vous, suivez-nous, ne loupez rien des prochains numéros. Nous on vous retrouve très très vite pour une prochaine escale sous les étoiles. À très bientôt. Bye bye.